Bonjour à tous, je suis content d'être ici, je vous remercie de l'invitation. Donc je vais vous parler en ce qui me concerne en fait de mon expérience en matière de développement de marques distributeurs consacrées aux produits de terroir. Donc, je vais vous parler de produits de terroir, bien évidemment des signes de qualité, des marques distributeurs et surtout du mangeur. Je ne parlerai pas du consommateur puisque ces marques qui sont principalement consacrées à des produits alimentaires, on ne doit pas regarder le consommateur mais le consommateur dans sa dimension de mangeur. Donc je vais vous faire part de cette expérience en essayant de vous retracer rapidement quel a été mon cheminement et quels ont été les problèmes qu'on a pu rencontrer lorsqu'on a commencé à développer ces marques il y a à peu près une vingtaine d'années en France. Tout d'abord, il faut reprendre un certain nombre de considérations sur notre alimentation. On a souvent l'habitude de raisonner notre alimentation à l'échelle d'une vie humaine. Et c'est bien naturel parce qu'on n'en a qu'une. Mais si on ramène ça sur une longue période, si on regarde ce qui se passe, par exemple, ce que j'ai fait depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui restent permanentes. Que si notre alimentation change, en revanche, bon nombre de nos problèmes restent les mêmes à toutes les époques. Je vais vous prendre quelques exemples. Le premier, c'est qu'on a tendance à opposer souvent, en France en particulier, la tradition alimentaire qui serait un modèle où on laisse du temps au temps. S'il faut 120 jours pour élever un poulet, on met 120 jours à l'élever. S'il faut 6 mois pour sécher un saucisson, on met 6 mois à sécher le saucisson. C'est un monde où, en général, les productions sont plutôt petites, qui créent une certaine rareté. On est proche des lieux de production, des lieux de réalisation des produits. On est dans des entreprises à taille humaine, des PME. On respecte les rythmes de la nature et des saisons. Et on valorise l'authenticité et la qualité repose principalement sur ces caractères d'authenticité. Et il y a aussi un aspect important qu'on oublie souvent aujourd'hui, c'est l'aspect nécessité. Quand on interroge en fait nos anciens en quelque sorte sur ce que sont les produits de terroir ou ce qu'ils étaient à leur époque, on voit bien dans leur discours que ce n'est pas tout à fait ce qu'on y met aujourd'hui puisqu'il y a un côté contrainte. Les produits arrivaient à certaines saisons dans des quantités importantes et on en mangeait matin, midi et soir. Ça créait une certaine monotonie, une certaine habitude qui n'était pas forcément la préoccupation qu'on a aujourd'hui, notamment à travers ces produits de terroir. Et on oppose ce modèle-là au modèle qui est né en fait avec l'industrialisation de la sphère alimentaire, qui est le modèle agro-industriel de la modernité alimentaire, où là les choses changent. On va toujours plus vite, on produit de plus en plus de produits, de plus en plus vite, de moins en moins cher. On concentre la production dans des usines qui approvisionnent des États, voire des continents entiers. L'usine Coca-Cola qui est à Dunkerque approvisionne une bonne partie de l'Europe en canettes. On spécialise les usines. Le ketchup est fabriqué dans une usine pour tous les pays approvisionnés par Unilever. On fabrique des produits qui plaisent à tout le monde, c'est-à-dire qui conviennent aussi bien aux Espagnols qu'aux Italiens, aux Français, aux Allemands, etc., etc. C'est le domaine de l'innovation technique, à la fois pour réduire les coûts, mais aussi pour essayer de, sans arrêt, susciter l'éveil du consommateur ou au moins l'inciter à acheter les produits. Et on a vu, à partir du milieu des années 90, ce modèle-là se ternir en quelque sorte, et on lui a associé des notions de facticité, voire de nocivité. Mais il est aussi lié beaucoup à la notion de plaisir, puisque vous pouvez consommer ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Donc en fait, ce n'est pas une opposition. Ces systèmes de représentation, quand on regarde un peu comment se comporte le consommateur dans ce schéma-là, finalement, il va picorer d'un côté et de l'autre et qu'il se promène entre les deux et prend ce qui l'intéresse d'un côté ou de l'autre. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas raisonner produits de terroir en pensant aux produits qu'on consommait il y a 2 siècles, mais c'est les produits du terroir dans notre époque et conforme à ce que le consommateur veut y trouver aujourd'hui, qui n'est peut-être pas tout à fait ce qu'il y avait il y a des siècles en arrière. Si maintenant on regarde un petit peu ce que disaient les chroniqueurs ou les leaders d'opinion à l'époque, je vous ai repris ici un certain nombre de citations reprises dans des revues en fait, qui datent de la fin du 19e siècle. Vous pouvez constater que la plupart de ces citations gardent toute leur actualité. Mais en vérité, docteur, dans nos villes aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'on mange. L'alimentation publique, il faut entendre par là tout ce qui n'est pas préparé à la maison. À l'époque, l'alimentation publique, aujourd'hui, ce seraient les plats cuisinés industriels, en particulier, est aujourd'hui livrée à la chimie culinaire. Plus rien n'est vrai, plus rien n'est pur. Partout de belles étiquettes, mais autant de mensonges. Imaginez qu'à la fin du 19e siècle, le marketing n'était pas encore... En France, c'est Jean-Pierre Coff,
qui crient en permanence que le goût disparaît, au secours le goût, et que nos enfants n'auront plus rien à manger si on continue dans la voie où on est. D'autres continuent, en revanche, de chercher ce qui se passe. Hervé Thys, que certains d'entre vous connaissent, qui est le père, entre guillemets, de la gastronomie moléculaire, c'est un chimiste qui essaie de comprendre ce qui se passe dans la cuisine, ce qui se passe dans la casserole, quelle est la chimie de truc. Et son meilleur élève, que vous connaissez sans doute peut-être plus que lui, Ferran Adrià, en fait, alimente. Ces gens-là sont aujourd'hui souvent assimilés à des apprentis sorciers qui essaient plutôt de nous empoisonner que de nous nourrir correctement. Quand on regarde maintenant ce qui s'est passé, en sorte de pas de délocaliser le produit, mais de le couper de ses racines historiques pour essayer d'en faire un espèce de concept qui soit plus adaptable, plus modelable, notamment par le marketing. Vous connaissez tous les bouillons cubes. Ces bouillons-là, quand ils sont sortis, on les appelait bouillons de santé. Aujourd'hui, quand vous regardez les étiquettes de ces produits-là, ça s'apparente plus à une boîte à pharmacie qu'à un produit, entre guillemets, de pharmacie. Si on regarde la publicité, on a vu tout à l'heure quelques exemples, c'est un révélateur aussi des attentes et des impressions du moment. En 1920, on avait une publicité qui montrait un ogre brandissant un flacon de Liebig et qui s'exclamait « Que m'importe la chair fraîche maintenant que j'ai l'extrait de viande ». Imaginez la même publicité aujourd'hui, ce serait exactement l'inverse. On remplacerait l'ogre pour cause d'obésité par une charmante demoiselle, et elle brandirait une tranche de jambon en disant que m'importe l'extrait de viande puisque j'ai la chair fraîche, bien évidemment, dégraissée, issue de porc bio, avec un enrichissement en fer, en vitamines et en oméga 3. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on retrouve toujours ces phénomènes tout au long de l'histoire, entre guillemets, agroalimentaire du XXe siècle. La margarine que vous connaissez tous, aujourd'hui, ça ferait bondir bon nombre d'entre vous, graisse de bouche. À l'époque, c'était très valorisant. Je vous rappelle qu'à la fin du XIXe, l'opulence physique était un signe extérieur de richesse. On l'a aussi appelé beurre de Paris. Aujourd'hui, qui penserait appeler la margarine beurre de Paris? Mais l'argument santé reste. Aujourd'hui, la margarine continue d'exister parce que les oméga 3, le cholestérol, etc., etc. Même chose pour le sucre, qui est aujourd'hui très décrié, mais l'aspartame, les édulcorants ne sont pas apparus avec Canderel, en fait. Falbert, dès 1879, avait mis au point un sucre, en quelque sorte, qui avait un pouvoir édulcorant 200 à 300 fois supérieur au sucre. Donc il y a un certain nombre de permanences dans notre histoire alimentaire qu'il faut savoir retrouver. Quand on pose la question maintenant, aujourd'hui, à la plupart des consommateurs, et toutes les études que j'ai pu voir sur le sujet me le confirment encore aujourd'hui, c'est qu'on retrouve toujours deux dimensions quand on demande aux gens qu'est-ce que bien manger. On retrouve toujours le temps, l'histoire, le passé et l'espace régional. Ce sont des constantes de notre alimentation, au moins en France. Je pense que c'est partagé aussi par la plupart des pays du Sud, les pays méditerranéens. Et donc notre alimentation, quoi qu'on fasse, reste marquée par la tradition et le respect des identités régionales. La sécurité alimentaire, dont on entend beaucoup parler, a aussi changé de signification. Jusqu'au début des années 90, sécurité alimentaire, c'était la capacité d'un pays à nourrir sa population. Et à partir des crises alimentaires, en fait, et des années 95 à peu près, on a vu la sécurité alimentaire se transformer dans nos pays en sécurité sanitaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc après, j'ai repris une phrase qui me semble aussi garder toute son actualité, qui vient d'un journal d'agriculture du 19e siècle, « Progrès avec prudence, pratique avec science », qui me semble bien s'appliquer à l'alimentation. Donc, j'en suis arrivé, après toutes ces études, je vais un peu vite, à me poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'une marque de produits de terroir, notamment une marque distributeur? Le premier constat, c'est qu'une marque, par définition, vous avez, c'est très à la mode en ce moment, je suppose que vous êtes en train de lire ou vous avez lu les mémoires de Steve Jobs, il y a un mot qui revient tout au long de cet ouvrage, c'est simplifier. Et moi, j'ai toujours dit à mes équipes, ne vous faites pas de nœuds au cerveau, ne vous compliquez pas la vie avec tout ce qu'on vous raconte, simplifiez-moi les choses de façon à ce qu'on ait quelque chose qui soit une synthèse créative. Une synthèse créative, c'est quoi? On prend le meilleur état de l'art, on prend le meilleur état des connaissances à un instant T, et on en fait une synthèse qui doit entrer en résonance avec les attentes, qu'elles soient exprimées ou non, des mangeurs. Je vous renvoie là, pour tous ceux qui connaissent en France, Claude Fischler, Jean-Pierre Poulain, il y a des tas d'auteurs, et paradoxalement, les recherches sur l'alimentation, l'aliment est quand même le plus vieux produit du monde, à défaut d'être le plus vieux métier,
Mais c'est un objet qui a été étudié très récemment. L'ouvrage de Claude Fischler, L'omnivore, en fait, date du début des années 90. Donc c'est important d'intégrer toutes ces connaissances et d'en faire une synthèse créative, parce que le mangeur, entre guillemets, veut un résultat, il ne veut pas chercher à comprendre tout ce qui se passe derrière ce qu'on lui donne à manger. Donc ça donne quoi? Ça a donné en France Reflet de France. Donc Reflet de France, c'est une marque qui est diffusée dans toutes les enseignes du groupe Carrefour. C'est en gros 300 produits, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et 150 fournisseurs. C'est la troisième marque la plus vendue chez Carrefour, c'est-à-dire que c'est la troisième marque qu'on voit le plus souvent dans le panier de la ménagère en France. Collectivement, ces 150 fournisseurs, avec leurs petits produits, ont réussi à bâtir en fait une marque. 300 millions d'euros en France, ça fait jeu égal avec les Coca, Pampers, Erta, qui sont les leaders aujourd'hui. C'est important de le dire, en fait, on ne le signale pas souvent, il y a peu de chiffres sur le sujet, mais ça a été une belle réussite. Alors Reflet de France a fait des émules après. J'ai développé aussi, donc en Espagne, avec Nacho González à l'époque, des Nuestra Tierra, avec Marco Brunelli en Italie, la marque Terre d'Italia, et puis avec Roland Waxler en Belgique, mais malheureusement elle a disparu, la marque Souvenir du terroir en Belgique. Donc c'est un modèle qui est duplicable, entre guillemets, au sein de l'Europe, même si on entend ici que c'est parfois un peu difficile de créer des synergies. Bon, c'est possible. Alors, quand on lance une marque dans nos entreprises, il y a plusieurs questions qu'on vous pose. La première, c'est quel est le marché des produits de terroir? Et là, malheureusement, on était très démunis. Il n'y a pas de définition unique en France du marché des produits de terroir. Vous pouvez contacter les panélistes. J'ai fait le tour des Nielsen, Secodip à l'époque, enfin de tout ce qui était société d'études, de l'INSEE. Il n'y a pas de définition. En fait, la définition des produits de terroir en France, elle varie selon l'observateur. Si vous êtes proche du monde agricole, on va être plutôt sur les produits d'origine. Quand vous êtes dans l'industrie, vous êtes plutôt sur des produits transformés, donc c'est le savoir-faire qui prime. Quand vous êtes dans la distribution, on va vous dire c'est les produits qui sont à moins de 50 km du magasin. Et quand vous êtes chez le consommateur, il vous dit c'est les produits que faisait ma grand-mère, on ne les trouve plus, mais c'est ceux-là qui étaient les vrais produits de terroir. Donc en fait, il n'y a pas de définition unique, il y a une définition qui varie selon l'observateur. Et donc, il a fallu en écrire une, donc c'est la mienne, en fait, donc elle ne vaut que ce que je veux bien lui accorder, c'est-à-dire qu'on a défini que était un produit de terroir tous les produits alimentaires qui font référence et qui ont un lien d'abord avec une origine. On a vu tout à l'heure que c'était important. Donc, je vous ai cité en premier le sel de Guérande, savoir que le sel de Guérande a été longtemps classifié comme étant un produit non alimentaire. Je ne me souviens pas, Dominique doit le savoir, en fait, quelle était la classification du sel. Il a fallu 15 ans à Charles Perrault pour faire reconnaître le sel comme un produit de terroir. Je vous rappelle, chez Carrefour, on ne m'aurait jamais donné 15 ans pour faire Reflet de France. Et 15 ans, c'est quasiment une vie, donc c'est important. Donc on y a répertorié en fait des produits qui bénéficient de signes de qualité, mais d'autres qui n'en ont pas ou qui n'en ont pas encore. Le deuxième volet, c'est quelle est la cible? Qui va acheter ces produits? Là aussi, très difficile quand vous n'avez pas de définition de savoir à quoi ou à qui correspondent les produits que vous allez acheter. Donc on a utilisé là aussi un certain nombre d'études, une revue de littérature en quelque sorte. Là aussi, les chiffres vont un peu dans tous les sens. Après, donc, une fois qu'on a à peu près fait ce tour-là, il faut fixer des règles. Dans un hypermarché en France, on a entre 5 et 8 000 produits alimentaires dans nos linéaires, qui chacun raconte une histoire différente, donc il fallait arriver à les classer. Donc là aussi, il a fallu définir un certain nombre de critères pour éviter les opportunistes, pour éviter les dérives, et essayer de rester crédible sur ce sujet des produits de terroir. Au fil du temps, moi j'ai déterminé 4 grands critères qui me semblent importants pour un produit de terroir. Le premier, c'est la dimension géographique. On a parlé du lieu, c'est important, c'est ce qui lui donne son caractère unique. C'est ce qui fait que le jambon San Daniel, ce n'est pas le jambon le noir de Bigorre, ou ça n'est pas un jambon ibérico, etc., etc. Donc cette dimension géographique est importante parce qu'elle est facilement accessible pour le consommateur et elle évoque quelque chose pour lui. La deuxième dimension, c'est la dimension agronomique. Le produit aura d'autant plus le goût de son terroir que les ingrédients qu'il compose sont issus du même terroir. Ça semble assez évident quand on parle de produits agricoles, ça l'est nettement moins quand on est dans des produits transformés. Je vais vous prendre juste un exemple.
il valait mieux qu'elle soit grillée que pas grillée, etc. Et que le canard était bien du sud-ouest. Bon, évidemment, en France, c'est là où on en trouve le plus, et le moins cher. Et donc, devant cette unanimité, je me suis posé la question en disant, en leur posant la question, en leur disant, si ça datait des Romains, comment vous faisiez pour trouver des haricots argentins alors qu'on ne savait pas que l'Amérique existait? Et ça pose des cas de conscience à l'époque. Enfin, ils me disaient, c'est pas possible, etc. Et en fait, en me rapprochant de l'INRA, j'ai découvert que le bassin du Lauragais, qui est proche de la région de Castelnaudary, était une terre propice à la culture du haricot et qu'il y avait un programme pour relancer la culture du haricot, une variété de haricots qui résiste bien à la pertisation, donc qui soit adapté pour le cassoulet, et qu'en plus, qui puisse être récolté mécaniquement pour limiter le coût. Donc j'ai tout simplement fixé comme défi à mes fournisseurs en leur disant, le premier qui vient avec un cassoulet fait de haricots du Lauragais, de porcs fermiers du sud-ouest et de canards du sud-ouest, eh bien il a le marché, et même si c'est pas possible, aucun de vous ne va y arriver. Résultat, 2 mois après, j'avais mon produit. Il s'est passé la même chose en Bourgogne avec la moutarde de Dijon. On m'a expliqué que la meilleure graine de moutarde au monde, pour faire de la moutarde qui date là encore de l'Antiquité, c'est la graine canadienne. 98% en France. Et que la moutarde de Dijon ne peut pas exister sans la graine canadienne. Là aussi, grâce à l'INRA, encore une fois, et puis à l'époque, je sais pas si c'est, je crois que c'est l'Université du goût à Dijon, je me suis rendu compte qu'il existait des programmes et que les agriculteurs de Dijon refusaient de faire de la graine de moutarde à l'époque parce qu'ils touchaient plus de subventions de la communauté européenne quand ils faisaient du colza. Bonne raison. Et donc on a demandé, et j'ai dit, il n'y aura une moutarde Reflet de France que le jour où vous aurez réussi à me faire une moutarde, entre guillemets, à base de graines françaises au moins, et bourguignonnes si possible. Ça a été fait depuis la moutarde de Bourgogne, je crois, a reçu une IGP, etc., etc. Donc ça, cette dimension agronomique est très importante. Elle est très importante dès lors qu'on sort du monde agricole, même si elle perd un peu de sa signification. Elle est importante pour le consommateur parce qu'aller expliquer à un consommateur que votre moutarde de Dijon, elle est forcément unique au monde parce qu'elle est de Dijon et qu'elle est fabriquée avec des ingrédients qui viennent de partout ou de nulle part. La troisième dimension, la dimension patrimoniale, c'est le caractère identitaire du produit. Quand vous allez à Bordeaux, on vous offre un vin de verre de Bordeaux, en vous disant bien que les Bourguignons ne savent pas faire du vin et que leur vin est imbuvable. Vous allez maintenant en Bourgogne, on va vous dire que les Bordelais n'ont rien compris au vin et que le meilleur vin, c'est la Bourgogne. Donc en fait, cette dimension patrimoniale, c'est approprié. Éviter un certain nombre de travers. Je vais prendre juste un exemple, c'est le kiwi de l'Adour. On est venu me voir en me disant, le kiwi de l'Adour, on a une reconnaissance, c'est produit en France. Ça remplit effectivement quasiment tous mes critères. Sauf que le kiwi de l'Adour, quand vous interrogez le consommateur, le kiwi, c'est néo-zélandais. Et là, la différence entre les deux, ce n'est pas la dimension terroir du produit, elle existe réellement, c'est son parcours dans le temps. C'est trop récent pour que ce soit assimilé, entre guillemets, à la fois à un produit identitaire et à un parcours dans le temps suffisant. Donc ces règles, elles fonctionnent, elles ont fonctionné pour Reflet de France, elles ne sont sans doute pas parfaites, mais elles fonctionnent assez bien. Le deuxième volet qui me semble important dans le produit de terroir, c'est le fournisseur. Parce que nous ne fabriquons pas les produits que nous vendons. Donc le fournisseur, c'est un peu comme un recrutement. Vous ne recrutez pas un homme de marketing pour s'occuper de votre comptabilité. Votre entreprise serait en danger. De la même façon, vous ne mettez pas un comptable au marketing, vous allez dépenser beaucoup d'argent pour peu de résultats. Donc il fallait définir un profil de fournisseur qui soit compatible, entre guillemets, avec la dimension terroir des produits. Alors je vais juste prendre quelques exemples plutôt que de vous détailler tout ce que j'ai écrit là. Je vais vous inviter à un petit voyage en France, vous vous arrêtez à Chambéry, vous allez visiter Routin et vous demandez à Georges Clocher de vous expliquer comment il a relancer la fabrication du vermouth de Chambéry avec une vraie macération de plantes dans du vin, un vieillissement en foudre et c'est à ma connaissance aujourd'hui le seul véritable vermouth qui reste en France. Vous montez un peu plus haut, vous allez voir Luc et Gérard Chabert qui vont vous expliquer toute l'économie des fruitières qui consiste dans les notamment la tome de l'Aïeul, puis l'Aligot, et il a fait des émules sur son propre territoire, puisque Christian Valette, aujourd'hui, a relancé la production de viande à partir de la race Aubrac, avec un niveau d'exigence qu'on trouve quasiment pas ailleurs en France, et surtout pas dans les bassins de production de race à viande.
De la même façon, Thierry Moisset a relancé la fabrication de couteaux à l'aïeul, qui avait quasiment disparu. Donc rien n'est inéluctable, il suffit d'avoir la volonté et les hommes, et on y arrive. Vous remontez plus haut dans le Nord-Pas-de-Calais, Thierry Gluzac avec les fermes cocorettes, en fait, qui consistent dans des petites exploitations agricoles qui ont du mal à survivre, à leur permettre d'avoir un complément de revenus en élevant des poules et en produisant des œufs, qui sont, à ma connaissance, les seuls véritables œufs fermiers qui existent en France. Ou encore, j'en ai parlé tout à l'heure, j'insiste pas, le sel de Guérande, où Charles Perrault a évité au Marais salant de Guérande de devenir une friche. Donc ça, c'est important. Le choix des hommes, le choix des entreprises est très important pour assurer le succès d'une marque de terroir. Et j'allais dire que le marketing, en fait, il est là. Il n'est pas dans ce qu'on peut inventer ou dans ce que peuvent nous raconter les agences, etc. C'est le marketing de la preuve, c'est le marketing vécu, entre guillemets. Et le vrai marketing, pour moi, des produits de terroir, il est exactement là. Alors après, on parle beaucoup de valeur. De consommation, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le consommateur de produits de terroir, c'est un urbain, c'est quelqu'un qui vit en ville, et donc il n'a pas tout à fait la même vision qu'avaient nos prédécesseurs. Et puis le dernier point, c'est le bénéfice collectif et associatif. J'insiste pas trop, on en a entendu parler, c'est tout ce qui tourne autour du développement durable, du commerce. Appel à l'imaginaire, voire idéalisant, et dans tous les cas, qui va simplifier les choses pour lui. Les Américains disent « user inside ». Les signes de qualité, quant à eux, parlent plutôt aux producteurs, c'est-à-dire s'adressent plutôt aux gens qui font. Et donc là, je préfère plutôt, je reprends le mot d'André Valadier, qui n'est pas de parler de cahier des charges, en fait. Les charges, c'est négatif. C'est le cahier des opportunités et des ressources offertes par un territoire. Et là, le langage va être beaucoup plus technique, beaucoup plus factuel. Et pas forcément accessible aux consommateurs, mais on parle bien de la même chose. Voilà, ces deux concepts ne s'opposent pas, ils s'entrechoquent parfois, mais ils se complètent, ils s'additionnent, et si on veut avoir une réponse toujours plus pertinente, cohérente, vraisemblable, durable et performante pour le mangeur, on n'a pas d'autre solution que de travailler ensemble. Voilà, je vous remercie.